Julie Desmet-Weaver, je suis auteure, metteur en scène, réalisatrice de l'expérience immersive et interactive La Chambre de Collin. Parfait. Maintenant que tu sais improviser, il va falloir doser musicalement ton cocktail. Je suis Axel Beaumont, je suis le comédien qui interprète le rôle de Collin dans La Chambre de Collin et L'écume des jours. Mon pied d'octel est achevé. Nicolas, please, apprenez-moi les pas de base du bigle-moi. Le principe du bigle-moi repose sur la production d'interférences par deux sources animées d'un mouvement oscillatoire rigoureusement simple. Je suis Mathieu Rosière, je suis le producteur délégué de cette aventure collective qui englobe d'autres coproducteurs et avec Julie, on est les initiateurs de cette belle aventure. Alors Julie, je vous en prie, est-ce que vous pouvez présenter ce projet qui sort des sentiers battus, j'ai envie de dire? D'accord, moi je vais vous raconter chronologiquement comment ça s'est passé. En fait, j'ai tout d'abord eu cet élan vers l'œuvre de Boris Vian, L'écume des jours. Je suis allée taper à la porte de Boris Vian, où c'est Nicole Berthold qui m'a ouvert la porte, qui est directrice et mandataire pour l'œuvre et le patrimoine de Boris Vian. Et je lui dis voilà, moi j'ai ce projet, au départ c'était d'adapter pour la scène L'écume des jours en 20 tableaux visuels et sonores. Et en intégrant tout un dispositif interactif à l'intérieur de cette scénographie. Et Nicole m'a dit, écoute, c'est génial, parce que Boris Vian, il était auteur, musicien et ingénieur, et là, tout d'un coup, tu proposes un projet qui mêle à la fois la littérature par le roman, le théâtre, et ensuite, comme on le verra avec La Chambre de Collin, l'innovation et le cinéma. Donc elle m'a dit, vas-y, fonce. Donc on a commencé avec Axel à travailler sur le premier volet du projet qui s'intitule donc L'écume des jours, rêverie virtuelle, qui est donc une performance théâtrale. Et petit à petit, j'ai été de plus en plus initiée aux nouvelles technologies. Et j'ai eu l'opportunité de répondre à un appel à projet qui était porté par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 Recherche et Innovation, où des artistes étaient invités à proposer un contenu pour des dispositifs technologiques. Et c'est dans ce contexte-là, cette résidence-là, que nous avons pu nous rencontrer avec Black Euphoria, Dark Euphoria, qui proposaient, eux, une structure immersive de 8 mètres de diamètre avec des écrans de 3 mètres de haut. Et l'idée, pour moi, c'était de pouvoir proposer à une dizaine de spectateurs de rentrer à l'intérieur du dispositif comme s'ils rentraient dans la chambre de Collin, donc le personnage principal de L'écume des jours, et inviter les spectateurs à interférer en temps réel avec les objets phares de Boris Vian, comme le pianoctel, le bigle-moi ou encore les fleurs anti-nénuphars. Qu'est-ce qu'elle a, docteur? On entend une drôle de musique dans son poumon, qu'est-ce qu'elle a? Avec vos mains, tapissez tous les murs de notre chambre, tout autour de Chloé. Oui, il faut déposer beaucoup de fleurs. Ne vous arrêtez pas. Je m'appelle Nicole Berthold. Je suis au service de la famille de Boris Vian et de l'œuvre de Boris Vian depuis 1976. À ce titre, j'ai rencontré en fait la femme de Boris Vian, Ursula Kubler, qui était danseuse et qui a eu la lourde charge, si je puis dire, après la mort de Boris Vian, de faire en sorte que l'œuvre continue d'exister. Elle s'est entourée de beaucoup de personnes, du collège de pataphysique, du monde de l'édition, du monde de la musique. Beaucoup de choses étaient à faire, l'œuvre était peu connue, mal connue. Et donc pendant, on va dire, 2 décennies, elle s'est complètement vouée à ça et elle a quasiment arrêté sa carrière. Ursula Vian avait cette volonté, moi-même j'ai voulu le faire aussi, bien sûr, après elle, de mêler le patrimonial, donc effectivement le avant, avec la modernité de notre temps, comme Boris Vian l'a fait lui-même. C'est très clair dans ses livres et dans ses articles et dans son esprit. Et donc, on a continué de faire cela. Et quand j'ai vu arriver Julie Desmet-Weaver, qui avait vraiment cette volonté, d'un seul coup, qui avait compris ce mécanisme dans L'écume des jours, de rassembler finalement toute cette chimie créative chez Boris Vian, parce qu'on oublie souvent qu'il était un ingénieur très ouvert sur les technologies modernes, les techniques modernes. On ne parlait pas encore de technologie,
même si le premier ordinateur, le premier computer, date de 1948, et même avant. Et ça, Boris Vian le savait, et donc il avait toujours ce génie, cette inventivité d'aller au-delà des mots, et il y avait toujours derrière cette poésie des mots, comme une envie de créer autre chose. Il le fait avec le pianoctel, par exemple. Ce pianoctel, d'ailleurs, a depuis nombre de fois été réellement réalisé et tout. Et c'est vrai que l'Écume des jours s'y prêtait très très bien. Comment on se situe dans la peau de Colin quand on est un comédien théâtre, ou quel que soit l'art vivant, quand on se situe dans cette bulle, en fait, qu'on se revoit dans cette bulle, comment vous êtes senti ? De toute façon, c'était une œuvre du spectacle vivant, donc ça durait 1h05. J'étais seul sur scène avec des images autour. Et donc déjà, j'ai pu aborder le personnage, au final, comme au théâtre, avec des répétitions avec les autres personnages. J'ai pu m'imprégner de la respiration du personnage. Si j'ai travaillé aussi la trompette, je me suis mis à la trompette pour ce personnage. J'ai été beaucoup chez Boris Vian, je m'entraînais même chez lui. J'ai beaucoup lu Boris Vian aussi, je me suis imprégné de tout l'univers comme ça. Et après, au final, la version numérique du cube, au final, ça a été une autre expérience du personnage. Mais voilà, je le jouais déjà, j'étais déjà d'une certaine façon, entre guillemets, Colin. Je l'étais déjà, donc comment vous dire, c'est plus, contrairement à l'Écume des jours, rêverie virtuelle, la version Chambre de Colin, c'est plus comme du cinéma. On a une caméra, on a un œil, et j'étais avec mes partenaires à jouer comme ça, et la caméra chopait mon image. Donc c'est pas du tout le même travail. C'est pas du tout le même travail. Ouais, ce que je peux dire en complétant avec toi, c'est-à-dire quand on a travaillé avec Lou Delage et Axel Beaumont et les autres comédiens, Jonathan Jeunet et Xavier Copé, Damien Bourletsis et Jenna Thiam. En fait, ce qui était extraordinaire pour moi, parce que j'ai pas eu tellement de temps finalement de répétition avec eux. Enfin, je veux dire, c'était très réduit par rapport au temps technologique que ça nous a pris pour mettre tout ça en place. Ce qui était merveilleux quand je travaillais avec les acteurs, c'est que dans tout ce contexte de technologie, ils apportaient du vivant, ils apportaient de l'organique, ils apportaient de la sensualité. Et ça, c'était vraiment... je pense que c'est vraiment cette rencontre qu'on a eue avec les acteurs, tu me diras, c'est ça, c'est vraiment ce qui donne, je pense, dans l'écriture aussi et à l'intérieur de l'expérience, cette sensualité qui était importante et qui est complètement intégrée à l'œuvre de Boris Vian. Voilà, aborder Boris Vian sans la sensualité, sans même, je dirais même limite l'érotisme, dans toute l'œuvre de Boris Vian, il y a quand même des rappels à l'odeur de la peau de Chloé, à ses cheveux, à embrasser ses yeux, sa bouche, son cou. Il est quand même très sensuel, voire sexuel. Et donc, c'est tout l'intérêt quand même du théâtre. Donc déjà, d'être passé par la phase spectacle vivant, c'est-à-dire d'avoir eu contact avec mes partenaires et d'une certaine façon de les sentir et tout ça. Et après, de me garder ça en mémoire pour l'œuvre théâtrale. Et après de poursuivre ça quand même quelques temps après avec l'œuvre cinématographique. C'est étrange. Votre main posée efficacement résonne en moi comme un bombe d'intérêt. Je regardais Chloé, elle avait les yeux bleus. Allez, laissons-nous emporter sur le rythme du petit Chloé. Vous êtes belle. Donc Nicolas Gambini et Vincent Borel, on travaille pour Illumine, pour le système de toute la technologie et des interactions. Voilà, là c'est la partie mapping qu'on voit actuellement, qu'on utilise. Je te laisse le présenter si tu veux, Vincent. Il y a 3 parties dans ce projet. Il y a une partie qui va d'abord mesurer ce qui se passe à l'intérieur, où en sont les gens, qui fait quoi. Une partie qui est là, qui est la partie effectuation, qui va projeter l'expérience interactive sur les murs et faire l'affichage pour les gens. Et au milieu, une partie centrale qui coordonne tout, qui voit ce que les caméras font et qui exécute l'histoire et la modification du mapping en conséquence. Voilà. Et pour rentrer dans ce projet, vous connaissez déjà l'histoire de l'Écume des jours? Vous êtes aussi dans la magie, dans le rêve, ou vous êtes uniquement dans la technologie? On connaissait, moi j'avais lu le livre, j'adore Boris Vian en particulier, je crois que Vincent aussi. C'est pour ça qu'on est allé sur ce projet-là. C'est un roman qu'on a aimé tous les deux. D'accord. Et là en plus c'est une adaptation ouverte, donc c'est ça qui nous a intéressé aussi, avec une marge de manœuvre, avec des choses à raconter. On est sur 15 minutes d'expérience alors que l'œuvre elle pourrait durer beaucoup plus longtemps. On a choisi spécifiquement des scènes avec Julie qu'on a décidé de rendre interactives et d'autres cinématiques
pour les appuyer, pour rendre l'histoire encore une fois fluide. Notre point technique, c'est que pour que la technique s'efface, il ne faut pas qu'elle se mette entre les gens et la réalisation. Notamment, là, il y a des caméras qui filment en 3D, qui vont être servies par un serveur, qui vont être récupérées par une machine qui les fusionne et en fait un espace de voxels, qui ensuite va prendre des décisions d'interface, qui va les envoyer à une machine de mapping, qui, elle, va les envoyer à des vidéoprojecteurs, et seulement là, la réaction à ce que la personne aura fait va pouvoir apparaître. Or, les gens jouent du piano. Le piano, ça doit être immédiat. Et donc, le challenge, ça a été de faire que ces choses soient intuitives, soient simples, soient robustes et disparaissent. Mais si elles disparaissent, c'est parce que toute la chaîne doit s'exécuter à une vitesse extrêmement rapide. Donc du coup, nous, on s'est amusé à battre des challenges techniques un défi technologique pour que justement la technique disparaisse. On la pousse pour qu'elle soit assez fine pour disparaître entre deux images, entre le moment où tu as bougé ton doigt et où le piano se joue. Voilà. Et là, on voit du coup, on peut tourner autour, que c'est des nuages de points. Et si je zoome sur eux, là, on voit bien que c'est eux. On peut voir que on peut voir leur mouvement, carrément leur mouvement. On a des effets graphiques qu'on peut utiliser. Moi, cet intérêt, il est double et il est extrêmement profond. Il y a déjà un intérêt artistique. Quand j'ai commencé, moi, je viens de la technologie d'innovation et j'ai commencé tout de suite, dès que j'ai créé mes boîtes, à créer Dark Euphoria, qui était dédié au monde de la culture, avec une vision très simple qui était de se dire comment je parle moi de ces œuvres qui me touchent, mais je viens d'une certaine éducation, j'ai grandi en partie en ville, et donc pour moi un théâtre c'est un lieu familier. Comment j'intéresse d'autres gens à ça, comment j'arrive à apporter ces œuvres-là autrement. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de la réalité virtuelle et de notre cylindre immersif. On a commencé à travailler avec le Festival d'Avignon, avec Laurent Duret de Bachibouzouk. On a commencé à créer les premières œuvres immersives pour le Festival d'Avignon avec des grands metteurs en scène, Olivier Py, Philippe Descoufflés. On a continué après ce compagnonnage avec Fabienne Verdier, avec une œuvre immersive formidable pour le Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence. Donc on a commencé à travailler avec des grands artistes et à se dire mais comment on porte leur travail dans des environnements qui sont des environnements finalement natifs pour cette jeune génération-là qui a besoin, ils ont besoin d'immersion, ils ont besoin d'un rapport à l'écran, sans rien noter au travail des acteurs, sans rien noter au travail des metteurs en scène. In fine, tout ça ne marche que s'il y a de l'émotion. En fait, comment vous créez l'émotion avec de l'interactivité? Comment vous créez l'émotion avec de la collaboration? Ben ça marche si jamais en fait à un moment donné, avec toutes ces personnes différentes, il y a un objectif commun et un parler commun, qui est en fait le fait de se dire finalement tout ça, tout cette énorme usine à gaz, elle est au service que d'une seule chose, c'est d'une émotion, l'émotion d'un texte, l'émotion de quelqu'un qui va tout d'un coup être touché. Et en fait, à un moment donné, Julie, ce qu'elle a réussi à faire, c'est à garder cet objectif-là et à réunir tout le monde autour de cet objectif-là. Mais je voudrais juste dire que nous, en tant que producteurs, on doit être des passeurs entre tous ces mondes-là. Et je tiens à rendre hommage à quelqu'un qui vient juste de quitter Dark Euphoria et qui a porté ce projet-là pendant 3 ans, qui s'appelle Jean-Baptiste Lois, et qui a été la cheville ouvrière en termes de production de ce projet-là, et qui lui est très littéraire. Hein, il a une formation d'anthropologue, donc rien à voir avec la choucroute. Et il sait à la fois écrire pour le CNC et lever de l'argent pour les subventions. On a su arriver à faire ça et on a su, nous, avec l'expérience qu'on avait eue déjà avec le théâtre, avec Olivier Py, Philippe Descoufflés et tout ce qu'on avait fait en numérique, on a réussi à parler à Julie qui avait une vision au départ très littéraire et en fait il y a eu un dialogue qui s'est mêlé entre c'est super de faire ça mais en fait là on a besoin de laisser la place à l'audience, comment on fait, voilà. Et en fait il y a un travail comme ça de co-construction quelque part et d'établissement de culture commune pour laquelle Jean-Baptiste a fait un travail formidable et je ne sais pas s'il va regarder cette interview mais je tiens vraiment à lui redire à chaque fois. Qui m'a complètement accompagnée et que c'est vrai que dans le théâtre on dit beaucoup nous tous ensemble, etc. Et c'est vrai que c'est des codes différents en fait selon le cinéma et c'est vrai que quand on dépose un projet il faut dire je, moi, comment et puis l'équipe ensemble, comment on imagine. Enfin, c'est d'aller beaucoup plus loin en fait dans ce qu'on développe et c'est vrai que là-dessus on a vraiment travaillé des heures et des heures avec Jean-Baptiste pour construire un dossier nickel. Qu'espérez-vous pour ce projet? J'espère tout parce que j'aimerais que avec la Covid, il y a eu bien sûr beaucoup de contrariétés sur le centenaire de Boris Vian qui a eu lieu entre 2019 et 2020. J'aimerais que ce soit un projet phare, hein, parce qu'il illustre parfaitement ce qu'était Boris Vian, ce qu'il a voulu faire, et les moyens d'aujourd'hui qui ont été mis au service de son œuvre. Et toute cette équipe l'a très bien compris. Je voudrais que ce soit un projet phare qui puisse voir le jour en plusieurs langues, ce qu'on voulait faire tout de suite avec Julie,
C'est très très facile d'aller le mettre dans d'autres pays, d'aller le présenter de d'autres pays, d'autres festivals, avec des sous-titres en anglais par exemple, puisque c'est assez édulcoré, on a gardé l'essentiel dans le texte. Et tous ces personnages, bien sûr, finalement sont des personnages universels. La jeunesse, c'est les grands drames de l'opéra, si je puis dire. La jeunesse, la rencontre, la solitude, la peur, l'engouement, et encore une fois, la création, un peu de philosophie derrière avec Jean-Saul Partre, et puis bien entendu l'enjeu de garder cet amour, qu'il soit absolument unique et merveilleux, et de savoir ce qu'on va en faire. The thrill of being sheltered in your arms. Of course I do, but I get along without you very